Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Libasco. Salut. Salut. Et on va continuer notre cheminement sur le travail de Robert Bistone. Je pense qu'on reviendra sur plusieurs de ses ouvrages. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec José, quelqu'un qui, en tout cas dans l'ouvrage, se met en avant comme un métaphysicien. On vous remet un trigger warning, comme disent les Américains, dans le sens où Lille avait bien dit à la précédente, sur le précédent podcast, où il y a certains passages où on a l'impression que Robert, il est en train de dire on peut manipuler les gens avec l'alpha, etc., etc. On va revenir dessus parce qu'effectivement, on va s'arrêter, quoi, si on a le temps. Je suis à la page 100, je suis à un tiers du bouquin. Et c'est vrai qu'en relisant, je me disais, ouais, c'est vrai que quand tu le lis, je pense qu'il y a des moments où tu dois te dire, waouh, c'est pas super bienveillant. Or, factuellement, hormis certaines choses, mais on reviendra avec lui dessus, le bouquin est quand même vraiment fait pour que vous vous sentiez bien, que vous fassiez de belles choses, que vous puissiez voir les potentiels que vous avez maintenant que vous maîtrisez avec la méthode votre niveau alpha et toutes les notions de clairvoyance, tout ce qui est perception extrasensorielle, etc., etc., où vous pouvez vraiment, vraiment bosser. Ça donne des ouvertures très intéressantes. Ça vous donne aussi la possibilité de faire plein de tests. Or, c'est vraiment là-dessus que moi, je vais appuyer. Testez, ne croyez pas à ce qu'on vous dit. Testez, mettez en place les choses pour voir si ça vous parle ou pas. Mais donc, si vous lisez le bouquin, et on vous invite à l'acheter, il y a édition Somme le Hameau, vous le trouvez sans problème. Ou quand vous allez en séminaire avec Lee, elle les a toujours avec elle, donc vous pouvez aussi l'acheter sur place. Vous verrez, il y a certains aspects où tu dis ah ouais tiens c'est marrant qu'ils disent ça de cette façon-là, mais pensez bien, c'était quelqu'un qui était vraiment bienveillant dans l'absolu, qui était un instructeur Silva et on sent vraiment la bonne énergie. Lee l'a connu aussi, donc on peut quand même avoir un feedback plutôt positif sur le monsieur. Je pense que ça, c'était important de rajouter. Tu l'avais fait la dernière fois, mais là, je préfère le rappeler de nouveau. Bien, merci. Oui. Surtout dans l'introduction, parce que c'est plutôt marketing. Venez voir de quoi vous êtes capable. Et pour les gens qui ont déjà fait Silva, ça semble un peu choquant parce que c'est pas dans c'est pas dans l'idée Silva on fait toujours rendre service aux autres, on peut jamais influencer quelqu'un contre le gré, etc. Mais finalement, justement, les techniques ne vont pas contre ça. Ouais, pensez bien, parce qu'il y a des moments, bon, on reviendra dessus, mais on a l'impression que vu qu'il doit raconter des histoires, en fait, les plans, et c'est marrant parce qu'il y avait beaucoup de livres à l'époque qui étaient un peu de cette façon-là. On parle de la théorie, on prend un cas pratique et après on donne une technique. Et quand ils prennent le cas pratique, ils vont dire, je sais pas, Michael J. Puis après, ils racontent l'histoire de Michael J. qui est ingénieur, machin chose. On a toujours l'impression que vu qu'il vend la technique qui va se faire après, il surexagère le truc en disant ah, regardez, avec ça, il a réussi à refaire venir une personne qui n'était plus dans sa vie, blablabla. Mais derrière, lui, il est juste en train de mettre en avant le postulat et la résultante, mais il ne te dit pas l'intention forcément. Il n'est pas en train de dire si la personne n'est pas bien, elle reviendra quand même. Il a réussi à faire revenir sa petite amie qui s'était barrée parce que lui s'imaginait qu'elle revenait heureuse, bien, etc., etc. Il y a toujours cette notion de il ne peut y avoir un résultat que quand on y gagne. Et il le dit à plein de reprises dans le bouquin. Il dit donnez, partagez, offrez, faites d'abord sur les autres que sur vous. Mais il y a des moments où on se dit tiens, c'est comme s'il avait omis quelque chose qui aurait pu être rajouté, mais qui aurait peut-être fait une redondance par rapport à ce qui a été dit. Je ne sais pas l'idée de l'écriture, mais c'est vrai que si on lit que le chapitre, on peut se dire ouais, c'est moyen. Et dès lors, je reviens sur le discours qu'avait eu Lee la semaine passée à ce sujet-là. Allez. Donc, notre objectif au niveau du livre, c'est vous donner des croisements et peut-être des sémantiques un peu différentes de la façon dont il approche l'état en alpha, des idées et
la semaine dernière, je vous avais dit, on s'est arrêté sur l'exercice de la chance que je trouve vraiment, vraiment très, 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 très bien et que je vous invite vraiment tous à faire, que vous soyez hypnotiste ou Silva, parce que c'est quelque chose de sympa, amusant et on reste dans du réalisme qui peut vous donner déjà des retours très intéressants dans votre quotidien. Là, c'est un chapitre qui s'appelle « Comment utiliser votre esprit pour détendre votre corps et accroître votre pouvoir ». Donc, pour les Silva, vous doutez bien, c'est aller en alpha. Et j'aime bien la manière dont il la porte, mais ça, là, on retrouve complètement ce qu'on vous explique en méthode Silva. En mesurant les ondes cérébrales d'une personne qui se relaxe, les scientifiques ont trouvé que les pulsations passent de la moyenne de 14 à 21, qui correspondent à un état de conscient d'activité. Donc là, après il le dit, hein, bien sûr, c'est bêta. Donc on est sur cette idée-là. De 7 à 14, qui correspond à un état détendu. J'aime bien ce petit mot, état conscient d'activité. État conscient, détendu. Je trouve que ce petit ajout, état conscient, il est plutôt intéressant, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils vont vivre l'état alpha, eux, ils vont apprendre ça au travers d'un livre. Donc, ils vont se dire, ah, mais peut-être qu'il faut que je sois endormi ou il faut que je m'endorme, peut-être que je ne me souviens pas. Donc, ça veut dire que, est-ce que j'ai réussi ou pas? Et dire, non, c'est un état conscient qui va être soit actif, d'activité, soit de détente. Je trouve que c'est intéressant. Ça nous ramène tout le temps à dire, vous devez être conscient. Vous devez être conscient. N'oubliez pas, être en alpha, c'est être actif, c'est être créatif, c'est être capable d'imaginer, visualiser, etc. Je trouve que ce petit mot, il est bien, c'est bien de l'avoir rajouté. Et tu vois, c'est là où je le lis en français, mais je devrais le lire en anglais. Parce que je pense qu'il y a, il y a certainement une sémantique spécifique qu'il a utilisée et que nous, on a traduit d'une certaine façon, mais qui n'est peut-être pas juste sur ce qu'il voulait exprimer dans les concepts. Puis de 4 à 7, juste avant l'endormissement, et ensuite de 1 à 4, donc là on est sur les hertz, pendant le sommeil. Ces états sont appelés bêta, alpha, theta, ce qui permet de les identifier. L'état alpha est un état métaphysique. Là, l'esprit peut transcender le temps et l'espace. Tu vois, alors là, j'aime bien cette sémantique. C'est amusant de dire, mais quand on y pense dans la méthode, c'est vraiment ce qu'on met en avant. L'état alpha, donc faire vos méditations au quotidien pour gérer au mieux l'état alpha, vous permet d'être dans tout ce travail, ce qu'il dit après, l'esprit peut transcender le temps et l'espace. Le monde subjectif n'a aucune limite. Le monde objectif peut être influencé par votre monde subjectif. Et c'est en ça où, pour lui, on devient métaphysicien. À partir du moment où on arrive à faire une conjonction, un lien entre le monde subjectif et le monde objectif, l'état alpha, quoi, ouais, lui, il appelle ça état alpha, et l'état, donc un état de métaphysique, on est apte à modifier les choses. Comment tu trouves, toi, ce mot état métaphysique? Est-ce que tu l'as déjà employé, utilisé à un moment donné? Non, justement, ça c'est très Robert Stone. Mais justement, même au moment quand tu dis, ça m'a presque choqué que l'état alpha, c'est un état métaphysique. Mais en réfléchissant, c'est absolument vrai. C'est simplement que normalement, on n'utilise pas des mots tellement, comment dire, impressionnants. C'est ça. Et c'est ça qui est amusant dans l'ouvrage, c'est que on sent que lui, il voulait rendre disponibles des choses. Il le dit à plein de reprises dans le livre, qui pourraient paraître compliquées avec des méthodes, des méditations et autres. Il dit non, nous les Occidentaux, il dit tout le temps, hein, les Occidentaux, ils peuvent simplifier les choses. On n'est pas des Orientaux, donc on n'a pas cette culture-là, on peut simplifier. Et pour autant, il utilise un mot comme métaphysique, mais qui pour lui est juste une espèce de notion de création, possibilité, opportunité, et ce monde intérieur qui va influencer. Alors, est-ce qu'il influence? Je ne sais pas, mais en tout cas, qui nous ouvre à la perception que le monde extérieur n'est pas contre nous, mais avec nous. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Parce qu'il y a des moments où on peut se poser la question, est-ce que j'ai réellement une influence sur le monde, moi en subjectif, vis-à-vis du monde objectif, ou est-ce que je suis tellement ouvert et prêt à rebondir sur des choses qu'à partir de ce moment-là, le monde reste le monde, mais je suis maintenant apte à voir ce qu'il est possible de faire plutôt que m'arrêter sur ce qui est impossible de faire.
En gros, c'est vraiment notre état d'esprit qui modifie les choses. Je sais pas, toi, t'en penses quoi? Dis-moi. OK. En fait, moi, quand je donne le cours, j'ai tout type de personnes. J'ai des gens très métaphysiques et j'ai des gens très cartésiens. Ouais. Donc, normalement, j'essaie d'expliquer des choses qu'on peut influencer le monde extérieur et on peut justement attirer les bonnes choses dans notre vie, mais d'un point de vue où, en fait, on peut expliquer ça avec comment notre cerveau fonctionne, comment justement le cerveau filtre les infos et quand on programme quelque chose, tout d'un coup, on est beaucoup plus conscient, etc. Mais franchement, il y a des moments quand quelqu'un me pose une question où j'hésite et je demande carrément, vous voulez la réponse physique ou métaphysique? Et j'utilise le mot métaphysique. Et normalement, on me demande les deux, d'accord? Parce que c'est ça, en fait, c'est ça une des choses que j'adore dans la méthode. J'ai un public très, très divers. Pendant que la plupart des autres cours, les gens viennent parce qu'ils sont intéressés dans ceci ou cela. Mais la méthode Silva touche tellement de gens différents que je dois vraiment être prête à donner des explications qui vont satisfaire le plus grand nombre du public. C'est intéressant. Ouais, ça t'impose d'avoir un dialogue qui est complet et en tout cas un panel de réponses et de connaissances qui est complet. D'ailleurs, là, je pense à ça, mais ce week-end, tu as fait Supermind. Donc, Supermind, c'est un programme qu'avait développé Burt Goldman. Là, on est sur la génération de Robert Stone. Hein. C'est vraiment la même génération. Est-ce que tu as l'impression, justement, que dans leurs deux travaux, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, qui se croisent? Est-ce que toi, alors là, c'est vraiment une question qui me vient comme ça, tu les as déjà vus dialoguer ensemble, échanger, et est-ce que tu sais si éventuellement ils ont écrit un livre ensemble? Non. Ça te fait un paquet de questions. À ma connaissance, ils n'ont jamais écrit un livre ensemble. Et pour vrai dire, au moment où moi, je suis venue à la méthode Silva, c'est-à-dire quand j'étais physiquement présente aux conventions, Burt était souvent présent, mais Robert Stone avait déjà commencé à faire des voyages, d'autres choses en fait. Donc, il avait arrêté de faire autant de séminaires en tant qu'instructeur Silva. Il faisait déjà beaucoup plus de livres, de voyages, d'interviews, etc. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, Burt, c'était un peu un électron libre, mais il revenait souvent à la méthode, alors qu'au bout d'un moment, Robert, il est parti, il a vraiment développé sa manière de voir les choses à un moment donné. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Autre chose que j'ai trouvé intéressant, notamment, donc il parle de tout ce qui est rapport à la relaxation. Il parle d'un système de niveau développé par Cron Bordeaux, pardon. Et il parle des 10 niveaux de relaxation. Donc ça, c'est toujours intéressant à remettre en avant parce que effectivement, quand vous avez fini le séminaire Silva, si parfois vous n'avez pas pratiqué depuis un certain temps, vous pouvez vous demander si vous êtes réellement en alpha, si vous êtes réellement relaxé, relâché, etc. Et j'aime bien parce qu'il rappelle un peu les 10 niveaux de relaxation. Le 1, bien-être physique. Le 2, les yeux fermés. Le 3, l'esprit arrête de vagabonder ça et là. Le 4, le bien-être s'intensifie jusqu'à la léthargie, aucune envie de bouger. J'aime bien qu'il précise aucune envie de bouger. Ça ne veut pas dire qu'on ne bouge pas, mais qu'on n'a pas envie de bouger. Et tout à fait. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose de le préciser. Parce que, tu vois, je le vois même en auto-hypnose, tu as beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais je suis détendu, mais j'ai envie de bouger. » Mais tu peux bouger. C'est juste que tu vas être certainement beaucoup moins mobile que d'habitude. Moi, par exemple, qui adore bouger, alors bon, non, je ne suis pas un bon exemple parce que moi, pendant la méthode, souvent, je vais commencer à faire des balanciers. Mais pour moi, je ne bouge pas des masses, en fait. D'habitude, je vais bouger beaucoup mes jambes, je vais beaucoup bouger mes mains, etc. Là, en gros, je bouge, mais pas trop. En plus, c'est une mobilité très mécanique et très apaisée. Mais je trouve que c'est intéressant de le préciser, peut-être de le rappeler aux gens. Si vous bougez, ce n'est pas grave. N'oubliez pas, Lee, elle vous le dit, quand vous êtes en alpha, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et on l'a même vu dans d'autres podcasts, on peut être en alpha les yeux ouverts. Donc, la question n'est pas forcément problématique, mais c'est juste se dire, oui, vous vous sentez bien et donc vous avez envie de rester dans l'état. Et je pense que l'état qui nous le rappelle le mieux, c'est le matin quand on n'a pas envie de se lever. Vous sentez ce moment où on est bien et on dit non, encore rester comme ça. Et ça, c'est un état nickel. C'est exactement ce qu'il faut.
Après, 5, la respiration ralentit et devient plus profonde. Logique. 6, la sensation de lourdeur arrive de la tête aux pieds. Ouais, je vois ce qu'il veut dire par lourdeur. 7, la sensation de détachement par rapport à l'environnement. Ouais, tu vois, lourdeur, tu vois, bon, je peux comprendre. Ah, lourdeur, pardon. Lourdeur. Ah oui, ok, oui. Sensation de détachement par rapport à l'environnement. Alors ça aussi, ce qui est logique, hein. Vous savez qu'à partir du moment où on rentre dans des trans, on va en alpha, il se passe quoi? On a cette notion de focalisation sur quelque chose et donc le monde extérieur, on s'y dissocie pour être dans notre monde intérieur. Et c'est ça qui fait qu'on visualise bien, on imagine bien, on construit des choses, on s'entend mieux, on s'écoute mieux, on se respecte mieux, etc. Et tu vois, d'ailleurs, 8, une sensation d'un état semblable à la transe, sauf que si tu définis pas ce qu'est la transe, ça va être compliqué pour les gens de comprendre. 9, la faculté d'obtenir l'analgésie. Ah oui, ça aussi, j'ai trouvé ça très bien. La faculté d'obtenir l'analgésie de la main. Pendant beaucoup de chapitres, il revient sur l'analgésie de la main, le gant anesthésique en fait. Comme dans la méthode. Dans la méthode, on le voit, le gant analgésique. Tout à fait. Oui, oui. Et pour beaucoup d'hypnotiseurs, hein, c'est une étape c'est la preuve convaincante quand tu peux produire cette analgésie dans une main. Donc, là, je ne peux pas vous dire, mais c'est évident qu'il a quand même étudié l'hypnose. Oui, bah, il parle plusieurs fois d'auto-hypnose. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, là, je suis en train de réfléchir. L'analgésie / anesthésie s'obtient au niveau somnambulique en hypnose. C'est la preuve qu'on est au niveau somnambulique. Après, suggestion, travail, etc. etc. Oui, ça dépend parce que selon Ahrens, somnambulique commence à 5, pendant que selon Hellman, ça commence déjà à niveau 4. Et là, c'est analgésique. Oui, tout à fait. C'est ça. En fait, c'est normal. Chez Hellman, la notion de à partir du moment où je peux te donner une suggestion et que ça apaise, tu es en analgésie, on ne parle pas d'anesthésie. Tu commences à sentir, mais tu n'as pas une douleur ou une gêne trop importante. Ça, tu peux l'obtenir juste au niveau 4. Oui. Au niveau 5, c'est hallucination négative à un moment donné d'un élément qui devrait exister mais n'existe plus. Ou au contraire, à l'inverse, créer un élément, le gant, le froid, qui va à ce moment-là annihiler l'autre information. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que c'était Kalbanian. Donc, Kalbanian, c'est un hypnotiste qui lui disait entrer en somnambulique, et il parlait d'un somnambulique profond après. Sur le 5-6, il dit somnambulique profond. En gros, la stabilité de ton somnambulique en état, en échelle hypnotique. 10, la faculté d'ouvrir les yeux sans modifier la relaxation. Ah, oui. Et donc, c'est intéressant parce que c'est vraiment 10 niveaux. D'abord, le bien-être, les yeux fermés, etc. Et au bout du compte, à la fin, tu dois pouvoir revenir à être les yeux ouverts et faire l'ensemble des dynamiques que tu as besoin, les yeux ouverts. Ça, c'est important pour tout le monde qui dit « Oui, mais moi, il y a des moments où j'ouvre les yeux. » Ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Et... Alors, en Silva, par exemple, on insiste beaucoup sur le fait qu'avec la pratique, tu peux même être au niveau du laboratoire, les yeux ouverts si tu défocalises, mais il faut pratiquer. Mais aussi en hypnose, ce n'est uniquement en Ahrens à niveau 5 et 6 où on dit ouvre les yeux et reste en hypnose. Et donc, on voit justement une comparaison. Exactement. Et cette notion, je pense qu'elle est importante pour certains. L'idée, c'est que vous puissiez utiliser la méthode Silva le plus possible dans votre quotidien. Utilisez-la quand vous êtes stressé, gêné. Par exemple, quelqu'un, on en a déjà parlé, mais vous a stressé sur une conversation. Vous sentez que vous partez en vrille émotionnellement. Allez en alpha alors qu'il vous parle. Alors vous dissociez un petit peu pour rentrer dans un état d'apaisement, les yeux ouverts, parce que si vous fermez les yeux, ça risque d'être compliqué. Ça peut vraiment vous apporter un changement dans le rapport à l'autre, dans la façon dont vous vivez la conversation. Et ça vous ouvrira certainement des opportunités de sortie ou même de calmer la situation. Donc, n'hésitez pas, les yeux ouverts, vous pouvez travailler en alpha. Bien sûr, comme dit Illy, c'est une répétition, c'est un travail, c'est une habituation que vous mettez en place. Donc ça, je l'ai trouvé que c'était intéressant. Et il mettait après le test suivant pour visualiser
Oui, bah après, je l'avais souligné, mais c'était juste, imaginez un seau d'eau glacée, placez la main droite de votre chaise, placez à la droite de votre chaise, mettez votre main droite dans cette eau glacée, sentez les glaçons contre votre peau. Bref, là, on travaille le gant analgésique. Ça, j'ai trouvé que c'était assez sympa de voir que pour lui, c'est un prérequis dans le travail du métaphysicien. Donc, en gros, pour la maîtrise du niveau de l'état, lui, il appelle ça état alpha. Pour lui, c'est nécessaire qu'à un moment donné, vous passiez par l'hypno-analgésie, par l'analgésie à un moment donné. Oui, bon, là, il reprend le chapitre qui s'appelle « Comment acquérir un pouvoir métaphysique que vous pourrez diriger tel un rayon laser ». Que vous pourrez diriger quoi? Tel un rayon laser. Ah, oh, d'accord, oui. Bon, il reprend une idée de Saint François. C'est mieux de pardonner que d'être pardonné, c'est mieux d'aimer que d'être aimé, c'est mieux de donner que de recevoir. C'est pour ça que je vous dis, lui, il n'est quand même pas dans le truc de manipuler les gens. Il est avant tout dans cet état d'esprit-là. Et il explique, il dit, laissez-moi vous traduire ce qui précède en langage métaphysique. La puissance coule à travers un conduit, mais non à travers un réceptacle. Alors là, j'ai trouvé que c'était très beau et très sympa. Le meilleur moyen de se brancher à ce flot miraculeux d'énergie vitale, après vous mettez le mot que vous voulez, hein, énergie vitale, lui c'est le mot qu'il utilise, mais ça peut être le flot de pensée, le flot de l'intelligence universelle, la conscience universelle, la conscience, le supraconscient, qu'importe. Ça peut être pour ceux qui sont un peu comme moi, tout fermé, votre subconscient qui vous parle, ça nous va aussi, il n'y a pas de problème. Ne vous braquez pas sur le mot énergie vitale. C'est d'abord de faire de vous un conduit. Ce qui veut dire créer un miracle ou deux pour votre épouse ou un membre de votre famille ou un ami. À ce moment, vous vous transformez pour canaliser ce flux d'énergie dans la direction que vous souhaitez, y compris pour les miracles qui vous concernent personnellement. Et j'aime bien cette notion-là. Je pense que ça, c'est vraiment une idée et on revient sur le fond de la philosophie de Silva plus que de la méthode en tant que telle. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on le fait pour que l'humanité avance. Les choses doivent nous aider parce que on va faire quelque chose pour que ça touche un maximum de personnes. Et plus ça touchera de personnes, plus on est connecté à une réussite, un succès, une possibilité. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant, de se dire, on cherche à devenir un réceptacle et pas, on cherche à devenir un conduit et pas un réceptacle. C'est chouette comme notion. Je ne sais pas comment toi tu le perçois, mais j'aime bien cette notion de dire que tu es juste un conducteur. Un récepteur peut être un récipient, c'est-à-dire on attire et on garde. Pendant le conduite, reçoit et donne. Donc, on est dans le flux. Et je crois que ça, c'est important. Ouais. Et ça va bien avec toute la logique qu'on a dans Silva. Quand vous faites quelque chose pour vous, et souvenez-vous des programmations ou peut-être des audios que vous avez achetés, à chaque fois, ça sera est-ce que ça aide d'autres personnes? Est-ce que ça va impacter positivement d'autres personnes? Et inversement, si je fais quelque chose et que moi, vu que je suis qu'un conduit, bah, la résultante va salir les gens, blesser les gens, ennuyer les gens, bah, on n'est pas sûr d'obtenir après quelque chose qui nous traverse, qui soit vraiment positif aussi. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Et je reviens, et on en avait déjà parlé une fois, mais je le rappelle un peu. Très souvent, on dit prends garde à ce que tu dis, de peur que ça ne t'arrive. Et on dit souvent aux gens éviter de dire du négatif. Et quand on y pense, cette notion de dire du négatif, c'est parce que initialement, si on est initiateur de ce négatif et qu'on commence à le dire, et donc on devient un conduit, qu'on devient quelque chose qui conduit cette notion-là, ça passe par nous. Et si ça passe par nous, bah, on va peut-être en maintenir et garder. Donc, quand je vais insulter, m'énerver, m'agacer sur quelqu'un, envoyer plein de choses négatives sur quelqu'un, ça passe avant tout par nous, vu qu'on est un conduit. Donc, on va quand même se prendre une partie des déchets qu'on est en train de balancer à quelqu'un d'autre. C'est intéressant de le garder aussi comme ça. Et bien sûr, le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire que si on dirige des pensées positives, nous aussi, on en profite. En fait, j'ai souvent remarqué ça dans les réunions de diplômés.
par exemple, il y a des moments où moi, j'arrive, c'est complètement chaos. Je dis, oh là là, je préférerais simplement dormir. Et après avoir fait une réunion, en fait, on travaille peut-être 5, 6, 7 cas et on envoie, et ça peut être aussi des gens qui demandent, est-ce que tu peux programmer pour moi? Donc, on a plusieurs images positives qu'on envoie vers quelqu'un d'autre. Et waouh, on se sent plein d'énergie. Bon, moi, je peux conquérir le monde parce qu'on a bien connaître le conduite, évidemment, ça a passé à travers nous. Et même si on programme pour quelqu'un qui refuse, parce que c'est possible, la personne peut dire non, non, je ne veux pas ça, c'est pas perdu, parce que nous, on a reçu aussi les bénéfices. C'est jamais perdu, c'est ça qui est bien. C'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quand vous êtes fatigué, prenez un temps pour aller en méditation et donner de l'énergie aux gens. Je sais pas, prenez un cas, faites un cas sur quelqu'un, faites un cas sur même un petit, quoi. Quand je dis un cas, vous pouvez juste envoyer une bonne intention à un ami, etc. pendant 5 minutes. Cherchez pas à le faire pour vous. Parce que parfois, quand on est en baisse d'énergie, on se ferme complètement et ça circule plus. Alors que si on commence à se dire, OK, je fais quelque chose, mais pas pour moi, c'est juste pour, je sais pas, j'ai un pote qui allait pas bien, je vais penser à lui, je vais juste lui envoyer du flow, etc. Vu que si on garde cette notion de se dire, moi, je suis que un canal, bah, je vais y gagner quand même. Et en plus, ça va recréer un mouvement, donc une dynamique, donc moins de fatigue, donc plus d'énergie. Et on renouvelle une énergie à la place de laisser stagner dans le réceptacle. On recrée de la vie à ce moment. Et ça me rappelle aussi ce que disent souvent les grands guérisseurs, qui ont fait beaucoup de travail et qui disent justement que ça ne les fatigue pas parce qu'ils sont un canal. En fait, j'ai rencontré un très grand guérisseur qui, en fait, m'a demandé de présenter la méthode Sylvash chez ses patients. Et lui, il disait qu'il y avait des jours, parce que lui, il voyait, mais il y avait une salle d'attente pleine de gens. Il voyait peut-être des 20, 30, 40 personnes par jour. Je dis, mais tu n'es pas fatigué? Il dit, quelquefois, oui. Mais quand je suis fatiguée, je sais que je n'ai pas bien travaillé. Parce que j'ai commencé à être impliquée trop moi-même avec mon ego, mon effort. Il dit, quand je fais 40 personnes, ils sont super bien à la fin du jour, je sais que j'ai bien travaillé parce que j'étais juste une conduite. J'ai fait passer l'énergie. Oui. Dans tout le boulot énergétique, c'est un des gros symboles. C'est vraiment se dire, c'est pas vous qui faites, mais vous êtes juste un élément de transition, une canne, un câble, ce que vous voulez, pour que la personne se sente mieux. Avec ses compétences et dès là, on devient un canal. On va s'arrêter là pour la première partie. Oh oui. La deuxième, on va l'entamer sur une question que j'ai, parce que tu as parlé de réunion d'anciens. Et à la réunion d'anciens, la précédente, on avait fait un test sur, tu sais, une minute pour les cas. Et tu m'avais dit que tu tenterais à 5-6 minutes la dernière fois que tu as fait la méthode. Et ma question est, est-ce que tu l'as fait? La dernière fois que tu étais à Paris, tu m'as dit, pour les cas, je vais leur donner un temps limite. Tu te souviens ou pas? Ah, j'allais expérimenter. Exactement. Oui, mais c'était la version 3 jours. Et quand je suis arrivée, le temps de simplement expliquer. Donc, finalement, je n'ai pas fait. Je suis vraiment désolée. Je vais voir si je peux faire dans la version 4 jours en août. Mais... Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vraiment, j'ai envie de voir ce que ça donne sur. Parce que moi aussi, j'avais envie de voir, mais c'est dans le temps qui me restait, c'était vraiment pas possible d'introduire une nouvelle idée. Bon, mais j'ai vraiment hâte de le tenter. Oui. Yes. OK. Si vous avez déjà des questions, des remarques sur ces points qu'on a vus, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Ciao.